Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a davantage clarifié la situation sur l'affaire de l'embargo des armes. Auprès du Sénat, ce n'est pas l'armée loyaliste ou le pays, mais bien les groupes armés qui pullulent dans la région qui sont concernés. Le Haut Conseil des Églises de Réveil tenterait-il de bousculer le leadership du représentant légal de l'ERC, Dodo Kamba, actuellement en perte de vitesse? Une question qui aura une réponse dans une déclaration de Godempoy, président du HCR, dans ce journal. Emmanuel Macron a annoncé ce 9 novembre la fin de l'opération Barkhane. Depuis 9 ans, la France avait déployé jusqu'à 5500 hommes dans le Sahel pour résoudre le problème d'insécurité. Elle quitte les lieux sans grand résultat sur papier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Fin des travaux de la commission temporaire et spéciale chargée d'audition des députés nationaux Délicé Sanga et Jean-Baptiste Kassekwa. Les incriminés continuent et persistent que depuis janvier 2022 jusqu'à ce jour, ils perçoivent 21 000 $ américains comme salaire. En attendant les conclusions de la commission, seront transmises à la plénière de l'Assemblée nationale pour délibération. Ils ont été auditionnés, ils ont donné leur version de fait. Délicé Sanga et Jean-Baptiste Kassekwa, tous députés de l'opposition, ont soutenu leur déclaration selon laquelle la rémunération des députés nationaux s'élève depuis janvier 2022 à 21 000 $ par mois devant leurs collègues de la commission spéciale et temporaire mise en place par la Chambre basse du Parlement. Je suis très serein sur les nouveaux acteurs. Il faut qu'ils les réconcilient. Et il faut savoir que la rémunération d'un élu, elle comporte non seulement les émoluments, mais aussi tous les autres avantages qui lui sont versés à titre divers. Et au terme de notre loi fiscale, la rémunération d'un élu comporte non seulement la partie des émoluments, mais aussi de tous les autres avantages. Donc pour calculer la rémunération d'un élu sur un mois ou sur une année, il faut prendre la globalité de ses revenus et les mensualiser. Et quand on fait ces calculs-là, il s'agit par ailleurs des données qu'ils ont, vous arrivez à des chiffres effectivement importants. Dans une correspondance adressée au président de la Chambre basse du Parlement, le parti en vol du député national Sesanga a exigé la publication du rapport d'audition pour, dit-il, permettre à l'opinion nationale et internationale d'être pleinement informée sur cette question. Avol fait remarquer à Christophe Mbosson-Kodia, président de la Chambre basse du Parlement, que la question des émoluments des députés nationaux ne concerne pas que Sesanga et Kassekwa, mais aussi et surtout l'ensemble du peuple congolais. Dans sa déclaration qui a relancé les débats sur cette question, Martin Fayoulou s'est interrogé: comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre et où les médecins et les professeurs d'université sont en grève puissent augmenter de plus de 100% la rémunération de ces députés nationaux? Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. Il s'agit d'une mesure uniquement réservée aux groupes armés. Cette précision a été donnée par Michel Xavier Biang, chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, reçu en audience ce mercredi par le speaker du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Pour Michel Xavier Biang, représentant permanent de la République du Gabon auprès des Nations Unies et président du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1807 de 2008 donne la liberté à la RDC d'acheter toutes sortes d'armes, munitions, avions et autres équipements militaires pour la défense de son territoire. Il précise par ailleurs que c'est seulement le fournisseur auprès de qui la RDC pourra acheter ces équipements qui a l'obligation d'informer le Conseil de sécurité. Le chef de la délégation a en outre soutenu devant le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo que seuls les groupes armés sont concernés par cette mesure d'embargo. Ils ne peuvent se procurer ni des armes ni des munitions. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant le recrutement des combattants. Nous sommes là pour
prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité. Au cours de ces fructueux échanges, Modeste Bahati Lukwebo a insisté sur la création d'un tribunal international pour le Congo afin de juger toutes les personnes impliquées dans le massacre et autres atrocités commises sur les sols congolais depuis les années 1990 jusqu'à ce jour et qui continue d'endeuiller notre pays. Le président du Sénat congolais a également évoqué avec son hôte le rapport Mapping, qui est un outil important pouvant aider les Nations Unies à mieux sanctionner les auteurs de ces massacres. Rappelons que cette grande mission envoyée par New York va avoir des échanges avec plusieurs personnalités et institutions, sans oublier les acteurs de la société civile. L'SBL Dynamique Guilain Niembo s'est érigé en force de veille pour barrer la route à l'ennemi M23 ainsi que ses instigateurs. Il encourage les jeunes à s'enrôler dans l'armée et compatit aussi avec les populations victimes des atrocités diverses dans l'est de la RDC. Malgré les ciels nuageux de ce mercredi, les membres de l'association sans but lucratif, dénommée Dynamique Guilain Niembo, ont tenu à manifester leur indignation face à l'agression rwandaise à travers leur déclaration de soutien au message à la mobilisation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, du 2 novembre dernier, EFRDC, lu par Rekinzuzi Loya, porte-parole et communicateur de la DGN. Nous, membres de l'association sans but lucratif, dénommée Dynamique Guilain Niembo DGN, joignons notre voix à celle de toutes les forces vives de la République démocratique du Congo pour dénoncer l'agression nous imposée injustement par le Rwanda à travers le groupe rebelle du M23. Et dans le but de répondre à l'appel du président de la République à l'unité et à la solidarité nationale, la DGN projette de grandes activités de terrain. Nous, membres de la DGN ASBEL, organisons dans un avenir proche des sit-ins sur les différents carrefours de la capitale Kinshasa, en vue de se ranger derrière notre gouvernement et nos forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, dont la montée en puissance sur les terrains des opérations dans la défense de l'intégrité territoriale de notre pays nous redonne la vigueur de chanter avec détermination et courage notre hymne national des debout congolais. Les membres de la DGN s'érigent désormais en force d'éveil pour contrer ceux et celles qui s'engageront dans la complicité pour servir les intérêts des agresseurs. Toujours dans la mobilisation contre l'agression rwandaise, la nouvelle génération consciente s'approprie l'appel du chef de l'État à travers un point de presse. Fabrice Lokenge a condamné l'agression du Rwanda sur le sol congolais en invitant ses militants à soutenir les FARDC. Faisons le devoir patriotique de s'inviter au débat sur la situation politico-sécuritaire qui prévaut dans la partie est de notre pays en ces termes. D'où notre engagement au ralliement sans hésitation aucune à cet élan afin de montrer à nos agresseurs en particulier et à toute la communauté internationale en général que notre pays cesse d'être le marchepied des autres. Nous invitons tous nos membres et sympathisants d'adhérer à cet appel du commandant suprême pour barrer définitivement la route à nos ennemis. Permettez-nous de faire nôtre les résolutions prises par le Conseil supérieur de la défense en date du samedi 29 octobre 2022, que le gouvernement a exécuté, notamment en ce qui concerne le départ de l'ambassadeur du Rwanda du sol congolais pour les bonnes raisons évoquées. La nouvelle génération consciente ne peut laisser passer sous silence les efforts que fournissent le chef de l'État ainsi que le gouvernement de la République pour la sécurité de la population et le mieux-être de tous. Par ces messages, nous exprimons également notre solidarité à l'endroit de nos frères et sœurs déplacés suite aux affrontements militaires. Nous condamnons avec la dernière énergie les soutiens très visibles du Rwanda au mouvement terroriste du M23. Plusieurs centaines d'étudiants de la province du Haut-Uélé ont investi les principales artères de la ville d'Issiro ce mercredi pour dénoncer l'agression rwandaise sur la RDC. Ils ont remis au gouverneur Christophe Bassiané Nanga, via son directeur de cabinet, un mémorandum adressé au chef de l'État.
Venue de 4 coins de la ville d'Issiro, la coordination provinciale des étudiants du Haut-Tuélé n'a qu'un seul message, la désapprobation de l'agression rwandaise sur la RDC via la rébellion du M23. Dans cette esplanade du gouvernorat des provinces, elle hausse les tons. Ils sont venus pour hausser les tons et veulent attendre de revoir à toutes les instances et bien focaliser leurs attentions sur la situation de la guerre agressive faite par le Rwanda, l'Ouganda et ses alliés à l'égard de notre pays par les canaux de plusieurs groupes rebelles patriotes. Les M23, les ADF, pour faire face à cette calamité, nous demandons l'implication de tous les citoyens congolais, les étudiants, car nous voulons la paix sur les candidats du territoire national. Après réception du mémorandum adressé au chef de l'État Félix Tshisekedi, les directeurs des cabinets du gouverneur Christophe Basséa Nanga rassurent. Le gouverneur des provinces, constitutionnellement parlant, en tant que représentant du chef de l'État, président de la République, va transmettre aujourd'hui même votre mémo à l'autorité suprême du pays. Comme un seul homme, les Haut-Tuélé vient de joindre sa voix à celle de toute la nation congolaise pour dire non au M23 et ses parrains en vue de perpétuer l'intégrité du territoire national. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a annoncé ce mardi la suspension du secrétaire général aux affaires sociales. Il est reproché à ce dernier le recrutement d'une centaine de nouvelles unités dans l'irrégularité. Une commission disciplinaire a été mise en place pour enquêter sur ces faits. Pour essayer de relever les défis de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec, de la rationalisation des recrutements, de la retraite et d'un rajeunissement voulu par les présidents de la République, qualitatif et compétitif. Ces actes sont pour moi des actes irresponsables qui constituent des manquements graves. Les cas les plus flagrants est certainement celui du secrétaire général aux affaires sociales qui a procédé il y a quelques jours au recrutement d'une centaine de nouvelles unités. Ces actes et ces comportements ne me laissent d'autre choix que celui de sanctionner. En conséquence, il y a quelques heures, j'ai procédé à l'ouverture d'une série d'actions disciplinaires à l'endroit de tous ceux des responsables qui sont ciblés et concernés. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales est concerné au premier chef et se verra notifié dans les heures qui suivent sa suspension et une enquête sera immédiatement ouverte. La commission des disciplines va siéger pour examiner et entendre les concernés. À l'issue de ces enquêtes et de ces auditions, si monsieur le secrétaire général et d'autres qui sont concernés n'arrivent pas à apporter des arguments satisfaisants, ils se verront affliger la sanction la plus lourde prévue par la loi. Les autorités politico-administratives de la ville de Kinshasa ont été associées à la campagne de sensibilisation de jeunes Kinois à la formation professionnelle et à l'apprentissage des métiers par la ministre Antoinette Kipoulou. C'était au cours de la réunion qu'a tenue ce mercredi la ministre. C'est pour impliquer les autorités politico-administratives de la ville de Kinshasa et les autorités municipales que la ministre de la Formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou Kabinga a organisé cette séance de travail. Antoinette Kipoulou s'est engagée à traduire les soucis du chef de l'État en actes avec les concours de bourgmestre et des autorités provinciales par la formation professionnelle des jeunes de la capitale. J'ai trouvé opportun de vous inviter afin de vous faire part du souci du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de résorber le chômage des jeunes et de former une main-d'œuvre locale qualifiée pour constituer la classe moyenne capable de soutenir les processus de développement socio-économique de la nation en général et de la ville-province de Kinshasa en particulier. Gérard Moulumba, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa qui a représenté le gouverneur empêché, a loué l'initiative de la ministre de la Formation professionnelle qui vient en appui aux différentes actions menées pour lutter contre le chômage et la pauvreté à la base de plusieurs maux qui caractérisent la ville.
Pour leur part, le bourgmestre ont épinglé certains défis et ont proposé la mise en place d'une commission chargée d'approfondir les réflexions afin de mener à bon port ce projet salutaire devant déboucher sur des formations de masse en différentes filières. Atelier de formation sur les urgences humanitaires organisé par le secrétariat général aux actions sociales. L'organisation non gouvernementale Congo Postérité a été formée à Kinshasa dans la commune de Kasavubu sur les mécanismes à entreprendre sur terrain auprès des sinistrés. Au cours de cet atelier de renforcement des capacités, il était question pour le secrétaire général des actions humanitaires de rappeler aux participants les mécanismes à entreprendre pour assister les sinistrés en cas d'une catastrophe de quelle nature qu'elle soit. En préparant cette activité, les membres de l'ONG Congo Postérité venus de diverses provinces, notamment le coordonnateur de CETASBEL à la Mongala et son secrétaire exécutif. Tout celui qui mène des activités humanitaires au niveau de la République démocratique du Congo, il les mène au nom du gouvernement. Même les partenaires humanitaires internationaux, ils sont venus accompagner et appuyer le gouvernement pour ce qui est des activités et des réponses humanitaires sur terrain. Et Congo Prospérité, c'est l'une des premières organisations qui s'est présentée auprès de nous et qui a tenu à ce qu'elle puisse bénéficier de la formation avant de se lancer au niveau des activités sur l'étendue nationale. Et de préciser que toutes les organisations enregistrées seront notamment formées en vue de participer correctement à l'aide humanitaire. Il n'y a aucune organisation qui va rester dans le secteur humanitaire au niveau de la République démocratique du Congo qui ne va pas bénéficier de la capacitation. Tout le monde sera formé. Cette action cadre dans la matérialisation de la vision du gouvernement qui tient à améliorer sa manière d'administrer la réponse humanitaire auprès de ceux qui sont dans le besoin. Quelques jours après la signature de contrats avec les deux opérateurs agricoles du Kwango et du Congo central pour la production et la transformation du manioc en farine panifiable, le PROADER vient de s'engager encore avec d'autres partenaires pour la production de la transformation de maïs en farine dans le Kwilu. Objectif, contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. L'objectif poursuivi par la signature de ce protocole d'exécution entre le PROADER, programme d'appui au développement intégré de l'économie rurale, représenté par son coordonnateur national, Joseph Mwamba, Mélina Suarez Sierra, présidente de la société Stratégos, ainsi que les présidents de 3 unions paysannes de Boulungu, Gungu et Idiofa, à savoir UOPAM, Union des organisations de producteurs agricoles de Mungwindu, UAP, Union agricole de Pio Pio et les regroupements de producteurs agricoles pour le développement de Lusanga, Rupadel en sigle et d'emblaver 1000 hectares de maïs et de transformer ce céréales en farine. Ceci répond à la stratégie de mise en œuvre de ce projet du gouvernement ancré au ministère du Développement rural et bénéficiant de l'appui financier de la Banque africaine de développement basé sur le 4P entendez, partenariat public-privé producteur qui n'est autre que les paysans. Vous-même les paysans, vous avez aussi vos responsabilités parce que ce sont vos champs, ce ne sont pas les champs des stratégos. Vous avez également vos responsabilités, c'est d'entretenir vos champs, à s'aimer ces champs-là, à faire le suivi, à surveiller vos champs. Le représentant des unions paysannes de 3 territoires ciblés, ingénieur Faustin Kochi, n'a pas caché sa satisfaction. C'est bénéfique parce que la responsabilité est partagée. L'union que nous sommes là, nous avons notre part de responsabilité pour la réussite du projet. Sur le chemin de retour, les experts du PROADER ont été satisfaits après l'évaluation du niveau d'exécution physique du premier contrat de production de manioc de l'opérateur agricole Ecosac basé au Kwango. Le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD, en sigle, venait de perdre l'un de ses cadres, le président fédéral du Grand Katanga, Emilio Mulanda. À l'aéroport, tout comme à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, la présence des militantes et militants de ce parti politique a été remarquable pour lui rendre les derniers hommages. Rangés sur les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili, les militants et militantes du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, très consternés, sont venus accueillir la dépouille mortelle de Emilio Mulanda Kanimbu,
président fédéral Grand Katanga et cadre de direction à la Caisse nationale de sécurité sociale, décédé en Belgique. Conformément au programme officiel des obsèques, la présence des cadres et militants du parti était bien signalée à l'esplanade de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour les derniers hommages. Après la prédication et différents témoignages de la famille biologique, une importante délégation sous la conduite du secrétaire général Flavien Massunga a déposé une gerbe de fleurs pour marquer la compassion du parti. Plus pour un témoignage, plutôt pour un hommage. Un hommage pour ce camarade qui nous a rejoints il y a peu de temps, mais qui a marqué d'une empreinte majeure et indélébile son passage au parti. Nous le regrettons parce qu'il a porté tous nos espoirs pour la fédération du Grand Katanga, qu'il avait pris à cœur et qu'il a animé avec brio. C'est à ce titre que nous lui rendons hommage. Il laisse un grand vide. Signalons qu'à la veille, une enveloppe a été remise à la veuve à titre des contributions du parti et de son autorité morale. Rentrée académique 2022-2023, l'Université catholique Saint-Timothée de Mitendi ouvre ses portes. La communauté universitaire a organisé mardi une double cérémonie, d'abord pour l'inauguration de cet alma mater, puis le lancement des activités académiques. C'était en présence de plusieurs autorités étatiques, diplomatiques, coutumières et même du monde scientifique. C'est déjà pour ce 15 novembre 2022, à 8h précises, la rentrée académique 2022-2023 à l'Université catholique Saint-Timothée de Mitendi. L'université dispose de plusieurs facultés, à savoir la faculté des lettres et des sciences humaines, la faculté des droits, la faculté des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la faculté de l'économie et celle de l'environnement et sciences du développement durable. Cet alma mater offre aussi des formations de courte durée, notamment dans le domaine des gestions des projets et d'études d'impact environnemental. Au cours d'une double cérémonie organisée mardi, l'évêque du diocèse de Kolé, Émeric Kibal, a appelé les initiateurs à ne ménager aucun effort pour la réussite de cet établissement académique. Que le Seigneur déverse sur chacun de nous et sur l'ensemble de cet alma mater le don de la sagesse, d'intelligence et de force. Dans son mot de bienvenue, le recteur de l'UCSTEM, le professeur Abbé Emmanuel Lououmou, a donné un aperçu général. Nous accompagnerons ceux que nous allons former jusqu'à avoir le travail. Nous mettrons l'accent sur les valeurs éthiques. Ce que nous apprenons dans les auditoires, dans les salles, nous devons les vivre chaque jour. Si on accomplit ces deux éléments, on aura marqué la différence. Signalons que plusieurs autorités étatiques, diplomatiques, coutumières et du monde scientifique ont rehaussé de leur présence cette cérémonie qui s'est clôturée à la grande satisfaction de tous. Le Haut Conseil des Églises de Réveil, seule interface entre l'État et les Églises de Réveil, selon l'arrêté du ministre de la Justice de 2013, invite les différentes plateformes religieuses à une vision commune derrière l'HCR-RDC pour l'unité de l'Église de Réveil et soutenir justement les forces armées. Actualité oblige, est-ce une façon de désapprouver de Dokamba de l'ERC actuellement en perte de vitesse? Plus de détails avec Godempoï, président en exercice de l'HCR. Créé en 2013 par le gouvernement de l'époque, le Haut Conseil des Églises des Réveils du Congo, seul organe de régulation et d'interface des églises vis-à-vis de l'État, veut revitaliser l'Église de Réveil du Congo. Après une assemblée générale tenue ces jours, les pères des églises ont passé en revue la crise qui traverse l'ERC. Le président en exercice de l'HCR-RDC, Godempoï, a pour sa part invité les différentes plateformes à une vision commune pour l'unité de l'Église des Réveils. Les pères devaient revitaliser l'Église qu'ils ont enfantée. Nous étions tous autour d'eux aujourd'hui, avec certains leaders de la ville de Kinshasa, pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre en main leur propre Église et la réorganiser. Nous sommes en quête de l'unité de l'Église. Très modestement et humblement, nous demandons à tous les papas, à toutes les mamans, à tous les frères et sœurs qui n'ont pas encore réintégré ces cadres
de venir nous rejoindre pour que nous puissions servir Dieu ensemble. Notre démarche n'est pas polémiste, notre démarche est plus chrétienne parce que dans sa prière, le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il soit un, comme moi et toi, nous sommes un. Notez que les plateformes de confession religieuse vont poursuivre leur fonctionnement habituel, mais sous tutelle cette fois de l'HCR-RDC. Le président Macron met officiellement fin à l'opération anti-djihadiste menée par la France au Sahel depuis 9 ans. Il l'a annoncé lors d'un discours prononcé à Toulon mercredi. L'hostilité croissante des populations locales à l'égard de la France, alimentée par les réseaux sociaux et la désinformation généralisée, a rendu la tâche ingrate et dangereuse, a-t-il affirmé. Macron annonce que la France n'abandonne pas la lutte contre les militants islamistes dans la région, mais que ses efforts se dérouleront désormais selon des modalités d'engagement différentes. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Grand défenseur de la presse privée, indépendante et responsable en République démocratique du Congo, le journaliste Luc Mikomo Kabongatre est décédé ce mercredi 9 novembre au centre médical médecin de nuit à Kinshasa. La nouvelle de sa disparition a été confirmée par les membres de sa famille. À l'en croire, sa dépouille est déjà à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Professionnel dans l'âme, son nom reste gravé dans les annales de la presse privée nationale comme grand journaliste spécialisé dans les reportages de proximité. Toute la profession lui reconnaît sa précision, son exactitude, son impartialité vis-à-vis de ses invités et son objectivité dans le traitement de l'information. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a davantage clarifié la situation sur l'affaire de l'embargo des armes auprès du président du Sénat. Ce n'est pas l'armée loyaliste ou le pays, mais bien les groupes armés qui pullulent dans la région qui sont concernés. Le Haut Conseil des Églises de Réveil tenterait-il de bousculer le leadership du représentant légal de l'ERC, Dodo Kamba, actuellement en perte de vitesse? Vous avez suivi les réponses dans une déclaration de Godempoy, président du ACR, dans ce journal. Emmanuel Macron a annoncé ce 9 novembre la fin de l'opération Barkhane. Depuis 9 ans, la France avait déployé jusqu'à 5500 hommes dans le Sahel pour résoudre le problème d'insécurité. Elle quitte les lieux sans grand résultat sur papier. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue. Nous, présidents fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, avons suivi avec désolation sur les médias et dans les réseaux sociaux la déclaration de l'AFDCA à travers son président fédéral du Sud Kivu demandant à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Théo Ngouabidje Kassi, de démissionner au poste de gouverneur car ayant adhéré au sein de l'UDPS dont le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est la plus haute autorité de référence et a remanié son cabinet, remplaçant ainsi quelques membres de la famille biologique de l'autorité morale de l'AFDCA, Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, par d'autres citoyens congolais, selon son pouvoir discrétionnel lui revêtu par la loi. Nos partis politiques et regroupements politiques respectifs étant membres de l'Union sacrée de la nation et représentés valablement à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, tant national que provincial, ainsi que dans les assemblées provinciales de la RDC, nous décourageons ce comportement machiavélique
tendant à ternir l'image de la province et de notre famille politique. De ces faits, déclarons ce qui suit. 1. Réaffirmons notre soutien total et sans relâche au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans sa lutte de rétablir la paix à l'est de la République, la cohésion et la stabilité des institutions. 2. Témoignons notre soutien indéfectible à son Excellence Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur du Sud Kivu, dans sa détermination de matérialiser la vision du chef de l'État par des actions de développement, lesquelles sont visibles au rendez-vous depuis sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle. Les Sud-Kivusiens, étant fatigués d'émotions intempestives, de guéguerre et le remplacement excessif des gouverneurs qui ont retardé le développement de la province, recommandons ce qui suit. À nos élus provinciaux et à l'exécutif provincial d'enterrer la hache de guerre et favoriser la poursuite des actions de développement et l'exécution du programme de développement local de 145 territoires dans nos provinces. Aux leaders des partis politiques et autres notables du Sud Kivu qui s'investissent dans la déstabilisation de notre province du Sud Kivu, de privilégier les intérêts de toute la province et non l'égoïsme à outrance. Aux députés provinciaux de mettre l'intérêt de leurs électeurs, dont nous faisons partie, en premier lieu et dire non à toute forme de manipulation d'autorité morale et notable en mal de positionnement. 4 motions de défiance et censure dans 3 ans et demi de mandat, c'est trop. À la population de Sud Kivu, soucieuse de développement, à privilégier de barrer la route à toute personne qui tentera d'étoubrer l'ordre public, quitte à ouvrir la porte à l'ennemi. Enfin, les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation Sud Kivu reconnaissent son Excellence M. Théo Ngwabidje Kassi comme coordonnateur de l'Union sacrée du Sud Kivu en attendant les orientations nationales.